Il est 9h10 à Tel Aviv. Merci de nous retrouver. Virginie, bonjour. Rebonjour. Alors, on va ouvrir une page économie dans quelques instants avec notre économiste. On parlera notamment des retombées économiques de cet accord et de cette levée des sanctions en Iran. Mais Virginie, pour l'heure, on se concentre sur le grand oral, finalement, de Manuel Valls. Il était invité hier chez Laurent Ruquier à l'émission On n'est pas couché. Regardez. Une première pour un Premier ministre en exercice. Samedi soir, France 2 diffusait l'émission On n'est pas couché dans laquelle Manuel Valls était l'invité. Dès le début, celui-ci a tenu à rappeler le but de sa venue. Expliquer et parler à tous les publics. Au menu, des chances de nationalité, état d'urgence, marche du 11 janvier et vifs échanges. Les intervenants et autres invités de l'émission de Laurent Ruquier n'ont pas manqué de faire leur critique au Premier ministre. L'académicien Jean d'Ormesson a reproché à Manuel Valls cette droitisée. Je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes droitiste. Non. Léa Salamé, elle a questionné le Premier ministre sur l'efficacité de l'état d'urgence. Quelle est l'efficacité, on va parler de la déchéance de nationalité dans un instant, mais quelle est l'efficacité de l'état d'urgence depuis qu'il est mis en œuvre? Il n'y a pas beaucoup de com dans ces perquisitions. Quand on voit que vous avez, depuis les attentats du 13 novembre, qu'il y a eu 3000 perquisitions administratives et une seule mise en examen pour terrorisme, est-ce que ça pose question? Mais le principal accrochage s'est fait avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Moi, je pense que la mort de quelqu'un appartient d'abord à la personne et à sa famille. Et je pense que si les gens n'aimaient pas Johnny, je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'il y ait Johnny, comme ce ne soit pas une bonne idée, parce que c'est surtout pour faire un clin d'œil à Ali Bongo que ce gouvernement soutient, qui est un dictateur africain et qui est à la marge de gens qui sont morts pour la liberté d'expression. Oui, et ça, peut-être aussi, vous pouvez l'expliquer. Peut-être qu'ils auraient été très contents, parce que peut-être leur mort appartient aussi aux dictateurs africains. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux, des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans. Personne. Vous êtes en guerre. Vos décisions à l'international sont en guerre. Pas nous. Nous, on n'est pas en guerre. Moi, je suis pas en guerre contre les musulmans. Face aux critiques, Manuel Valls a défendu le programme du gouvernement. Avec les moyens supplémentaires que nous avons encore une fois donnés à la police, à la gendarmerie, aux services de renseignement, à nos armées, à la justice. Parce que c'est indispensable de nous armer. Nous l'avions fait déjà depuis 2012. Questionné sur l'éventualité d'une primaire à gauche, le Premier ministre a affirmé que le candidat naturel était le président de la République. Le présentateur Laurent Ruquier a remercié Manuel Valls d'être venu à chacune des étapes de sa carrière. Il lui a donné rendez-vous pour quand il serait président de la République. Alors Virginie, c'est la 8e fois que Manuel Valls était invité à On n'est pas couché, mais pour l'émission qui fête sa 10e année d'existence, eh bien c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice y participe. Oui, effectivement, Manuel Valls est venu présenter son livre, un livre qui est paru il y a quelques jours chez Grasset, qui s'appelle L'Exigence, un recueil de discours, de tous ces discours, et toutes les recettes de ce livre seront versées aux associations des victimes d'attentats. Une visite qui a beaucoup fait parler tout au long de la semaine dernière, même au sein de l'hémicycle, notamment avec le député des Républicains Jean-Charles Taugourdeau. On le regarde. Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché, monsieur le Premier ministre? Cette émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique est peut-être intéressante pour le socialiste Manuel Valls, mais ce n'est surtout pas la place du Premier ministre de la France. Alors une émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique, le pavé dans la mare. Ce que dénonce ce député, c'est ce qu'on appelle l'infotainment, ce mélange d'information et de divertissement. Il faut quand même remettre un tout petit peu les choses à leur place et se poser la vraie question, est-ce que Manuel Valls a eu raison de venir à On n'est pas couché jeudi soir? L'émission a été enregistrée puis diffusée hier soir. Les deux chroniqueurs de l'émission, on a d'un côté Léa Salamé qui officie tous les matins sur France Inter et qui a été élue la meilleure intervieweuse de l'année. De l'autre côté, Yann Moix, romancier, essayiste, prix Renaudot. On n'est quand même pas dans le pire de l'infotainment. Deuxième argument, les audiences. On n'est pas couché, c'est 1,7 million de téléspectateurs avec un pic à 3 millions pour l'interview politique. Donc c'est quand même une exposition qui est colossale comparée à toutes les émissions politiques du week-end sur les chaînes d'information en continu. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le dispositif est quand même bien rodé. L'invité politique intervient après la présentation des invités et il repart tout de suite après. Il ne participe pas au reste du plateau. Et c'est pour ça, finalement, qu'on peut quand même conclure que Manuel Valls a eu raison de venir. Alors, j'imagine du coup que hier soir, pendant justement la présence du Premier ministre au micro de Laurent Ruquier, les réseaux sociaux, la twittosphère a dû s'affoler. Oui, alors, record de tweets pour l'émission hier soir, vous le disiez. Les internautes se sont délectés du clash qui a opposé Jérémy Ferrari, qu'on ne connaissait pas aussi mordant.
avec Manuel Valls. Et les politiques, me direz-vous, eh bien j'ai attendu hier soir un œil rivé sur ma télé et l'autre sur mon téléphone avec mon compte Twitter ouvert. J'en étais certaine, ils allaient tous s'en donner à cœur joie, élu et responsable politique très actif sur Twitter. Eh bien non, ça a commencé gentiment avec Gilbert Collard. On va voir son tweet, le député frontiste écrit « On n'est pas couché, je vais me coucher » avec une photo peu flatteuse du Premier ministre. Et ensuite, me direz-vous, eh bien rien. Personne n'a réagi à la prestation de Manuel Valls. J'ai attendu jusqu'à une heure indue. Nathalie Kosciusko-Morizet, rien. Nadine Morano, rien. Jean-Pierre Raffarin, Éric Ciotti, Christian Estrosi, Marion, Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, Florian Philippot, tous ces adeptes de Twitter, rien. Une façon subtile et radicale pour l'opposition de dire au Premier ministre que cette prestation était finalement un non-événement. Merci beaucoup Virginie donc pour ce point sur cette première donc pour un Premier ministre français. On n'est pas couché, c'était Manuel Valls hier. On va passer à présent à l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Au moins 29 morts, 150 blessés dans l'attaque revendiquée par le groupe djihadiste AQMI à Ouagadougou, au Burkina Faso. Parmi eux, 2 Français originaires de l'Oise. Le bilan est encore provisoire, mais il laisse entrevoir la violence de l'attentat. Le professeur qui accompagnait les lycéens au moment de la coulée de neige qui a fait 3 morts mercredi a été mis en examen hier soir. Les skieurs qui auraient déclenché l'avalanche, l'exploitant de la station ou encore le maire de la commune pourraient eux aussi devoir s'expliquer devant la justice. Et puis le pape François chez les frères aînés à la synagogue de Rome. Aujourd'hui, 6 ans, jour pour jour, après Benoît XVI, le pape François visitera la synagogue de Rome. Il sera accueilli par l'actuel grand rabbin Riccardo Di Segni, auquel il avait réservé en mars 2013 l'un des premiers messages de son pontificat. Allez, on ouvre une page d'économie. Dans ce journal, on parlait de l'Iran dans son volet politique en début d'édition. On en parle à présent d'un point de vue économique. Quelles sont les retombées économiques de l'accord sur le nucléaire iranien? On fait le point en images. Farhana Kaskari est sur un petit nuage à la tête d'une entreprise de tourisme. Elle sait que l'accord sur le nucléaire iranien va changer la vie des Iraniens. L'allègement des sanctions est la meilleure nouvelle depuis plus de 30 ans pour l'Iran. Nous, dans cette entreprise et les Iraniens, nous sommes très impatients de voir ce qui va se passer et ce que ça va apporter économiquement. Jusqu'ici, la chef d'entreprise avait été obligée de baser sa société en dehors du pays, ce qui lui coûtait très cher. Mais la levée des sanctions internationales va tout changer. Par exemple, elle pourra désormais recevoir des paiements par une carte de crédit. Une véritable révolution pour son entreprise. C'est vraiment quelque chose d'important pour un secteur industriel comme celui du tourisme. Ça va être énorme. Les Iraniens ne sont d'ailleurs pas les seuls à attendre la levée des sanctions avec impatience. De nombreux pays occidentaux s'apprêtent à renouer des relations économiques avec le géant iranien, un marché qui pourrait devenir très prisé. L'intérêt pour l'Allemagne, pour l'économie allemande que je représente ici est vraiment énorme. Et c'est amusant par exemple de voir que certaines entreprises viennent en Iran avec l'idée de pouvoir compenser leurs pertes sur le marché russe. Laurent Hatchwell, bonjour. Vous êtes notre économiste le matin sur l'antenne d'I24. Merci d'être avec nous. Alors, pour revenir et reparler des retombées économiques de cet accord sur l'Iran, en fait, c'est la stratégie win-win finalement. Après cet accord signé avec l'Iran, tout le monde y gagne de cette réouverture, de cette levée des sanctions. D'un point de vue économique, on va laisser le point de vue géopolitique de côté. D'un point de vue économique, c'est un accord win-win. C'est un grand pays, 80 millions d'habitants. C'est un pays qui a énormément de ressources énergétiques. Les mêmes ressources pétrolières que l'Arabie Saoudite, les mêmes ressources gazières que la Russie, les mêmes ressources de minerais que l'Australie. Tout le monde attend cette levée des sanctions depuis quelques années maintenant. Ça fait près de 12 ans les pays sont en négociation. C'est une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène pour l'Iran. Mais c'est aussi un marché très intéressant dans plusieurs secteurs parce que l'économie iranienne, le nouveau gouvernement a déjà commencé à faire les réformes, à mettre des gens sérieux au poste. L'inflation est passée de 45% à 15% ces dernières années. Maintenant, il faut rénover le pays, les infrastructures. Plusieurs domaines sont en ligne de mire et les gros marchés à prendre dans l'immédiat sont l'automobile,
à la vente, mais aussi à la production, pour des compagnies comme Renault qui est très présente en Iran, mais aussi dans le secteur aérien. Air France a annoncé qu'ils allaient ouvrir des nouvelles lignes déjà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, une modernisation de ce grand pays de 80 millions de personnes, qui est un nouveau pays de consommateurs que tout le monde veut s'attribuer. Donc la course est déjà lancée pour les contrats. C'est déjà lancé, les entreprises, elles sont déjà... Elle a été lancée il y a quelques mois, même il y a quelques années déjà. Il y a beaucoup de choses à faire. Une fois de plus, d'abord une libération des ressources énergétiques de l'Iran, donc qui va encore peut-être continuer à faire baisser le pétrole, mais c'est déjà un peu dans les cours. Et ensuite, une modernisation du pays qui va se faire grâce aux pays européens et aux États-Unis, qui sont dans les starting blocks pour signer des contrats avec les entreprises qui y sont déjà. Alors on va aborder à présent un deuxième volet de l'actualité économique de la matinée. Plus d'1 million d'entrées de migrants en Europe en 2015, d'après le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Une recrudescence de l'immigration clandestine qui a mis à mal la cohérence européenne. On l'a vu à plusieurs reprises. C'est l'Allemagne qui recueillait plus du tiers des demandes d'asile au deuxième trimestre 2015. Et les autorités de Berlin ne ménagent pas leurs efforts pour expliquer à leur population les bienfaits de l'immigration, tout en apportant aux nouveaux arrivants le maximum d'outils pour réussir leur intégration. Alors comment s'opère sur le terrain cette acclimatation? On voit ça en images. Pour eux, l'Eldorado, c'est l'Allemagne. Venus notamment de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan au péril de leur vie, ils rêvent d'une vie meilleure. Entre janvier et novembre 2015, Berlin a enregistré plus de 900 000 demandeurs d'asile. C'est presque 5 fois plus qu'en 2014. Mais l'accueil de ces réfugiés n'est pas totalement désintéressé. La population vieillit et le pays manque cruellement de main-d'œuvre dans certains secteurs. Ils sont littéralement inestimables. Ce qu'ils peuvent apporter à l'artisanat, à l'industrie et au commerce, c'est incroyable. Initiative privée ou publique, la mobilisation est générale pour faciliter l'intégration des migrants. Des professeurs sont recrutés par milliers pour enseigner la langue. Des applications sont développées pour aider les réfugiés dans leur quotidien. Et une chaîne de télévision diffuse même un programme en arabe. Je suis heureux de vous accueillir à cette édition spéciale de Marhaba, le premier programme en Allemagne pour les immigrants qui viennent en Europe fondé sur l'intégration dans la société allemande. Une intégration qui peut s'avérer être un véritable défi. Pour la chancelière allemande, qui ne croit pas au multiculturalisme, les migrants doivent s'adapter, à tout point de vue. Ceux qui fuient la guerre et la persécution seront protégés avec nous. Ceux qui ont trouvé refuge ici doivent obéir à nos lois, à nos valeurs et à nos traditions. Et afin de nous comprendre, ils doivent apprendre la langue allemande. Par ailleurs, les migrants souvent peu qualifiés sont confrontés à la dure réalité du marché du travail. Les barrières sont nombreuses, notamment la mise en place du salaire minimum il y a 1 an. Fin novembre, plus de 95% des réfugiés en Allemagne étaient au chômage. Voilà, et puis cette annonce, Laurent, d'Angela Merkel, 17 milliards d'euros consacrés à l'accueil des migrants en Allemagne, une prévision à la baisse, et Angela Merkel qui évoque une taxe sur l'essence finalement pour financer l'accueil des réfugiés. Alors en gros, la chancelière allemande propose que les pays européens mettent en place une taxe sur chaque litre d'essence consommé par les Européens pour subventionner l'accueil réservé aux migrants. En gros, c'est ça. Est-ce que c'est une vraie solution ? C'est un peu une mesure qui sort du chapeau de Merkel, ce ministre, ces derniers jours. Ça a l'air d'être un peu du bidouillage comme ça. Oui, c'est un peu du bidouillage. Est-ce qu'il y a une idée, une vraie idée derrière qui est en gros de dire écoutez, vous exportez votre pétrole, il y a aussi des problèmes dans ces pays exportateurs de pétrole, donc il y a beaucoup de migration de la population. En contrepartie, on va taxer les produits que vous exportez. Ah, mais enfin, au bout du compte, c'est le consommateur qui est touché, quoi. Au bout du compte, c'est le consommateur qui est touché. Cependant, c'est juste une idée, cette taxe. Je pense que Merkel veut être toujours à la pointe des propositions. Elle a été à la pointe pour accueillir les migrants. Elle est à la pointe pour dire voilà comment on va gérer les problèmes. Il y a aussi des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc elle veut être à la pointe en proposant toujours de nouvelles choses et en prenant les devants
de ces problèmes, parce que l'opinion commence à réagir un peu face aux problèmes des derniers jours, notamment de délinquance qui ont eu lieu en Allemagne. À Cologne notamment. Alors une autre info qui vient de nous parvenir, les bourses de Dubaï et du Qatar qui ont chuté de 6%, elles seraient plombées par le pétrole et puis l'Iran notamment. Oui, c'est pas étonnant qu'elle plonge. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle plonge de 6% tout d'un coup, parce qu'on s'attendait tous à ce que cet accord soit... Cependant, c'est assez... C'est toujours très intéressant de regarder la réaction des bourses. C'est assez révélateur du changement un peu de position et du changement de poids des économies, mais aussi d'un point de vue géopolitique de cette région Moyen-Orient, avec l'Iran qui va avoir plus de poids et ces pays qui dictaient un peu la conduite ces dernières années, qui est en train de baisser, et donc la réaction de ces bourses qui n'est pas étonnante dans un premier temps. Merci beaucoup Laurent Hatchfeld d'avoir été avec nous ce matin. Vous allez rester avec nous, ça va vous intéresser dans quelques instants, juste après un point sur l'actu. On parlera de Friends, L'amour est dans le pré, l'hommage prémonitoire des Simpsons à David Bowie.